Bonjour et bienvenue sur Être en amour, la chaîne qui vous parle d'éveil spirituel en couple. Nous sommes ravis de vous recevoir au Costa Rica en compagnie d'un invité de marque, Marc Fleurier. Yes. Bonjour Marc et bienvenue et merci de nous accorder une interview sur Être en amour. Bonjour Taylor. Bonjour Aldo. Merci de m'inviter sur votre chaîne. C'est une première pour moi. Avec grand plaisir. Alors, avant de démarrer Marc, on aurait aimé que tu te présentes aux gens qui nous regardent en fait pour dire qui est Marc Fleurier, Ouais. tout simplement. Qui est Marc Fleurier? Marc Fleurier, c'est le personnage qui s'amuse à l'éveil, qui s'incarne. Je pourrais parler de moi à la première personne aussi, dire je comme c'est classique. Mais ici, on est dans l'interview éveillée. Et du coup, je préfère dire que c'est la conscience qui s'amuse par l'intermédiaire de Marc et de chacun d'entre nous. Quelle est la différence justement entre ces deux concepts quand tu dis je pourrais parler de marque ou je pourrais aller parler de jeu, je pourrais parler de La conscience. de la conscience. Quelle est la différence entre ces deux concepts? La conscience, c'est pour se rappeler de l'absolu. Nous sommes cette conscience, qui est cette réalité conscience. Nous sommes tous, mais nous sommes un. Et le personnage, c'est grâce au personnage, notamment, dans la manifestation que se fait ce jeu d'amour. Donc, quelque part, c'est l'interface, c'est l'instrument avec lequel va se jouer la musique. C'est très important, le personnage. C'est celui-là qui joue, justement. Qui est l'instrument du jeu. Alors Marc, donc tu proposes des accompagnements. Est-ce Oui. que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et ce que tu proposes? Ouais, alors il y a plusieurs formes d'accompagnement, mais déjà tous les accompagnements, ils ont un seul but, le bonheur, célébrer la vie, l'amour que nous sommes, quelle que soit la forme d'accompagnement. Et ensuite, il y a plusieurs formes d'accompagnement. Donc, il y a les accompagnements déjà en immersion, c'est la forme la plus puissante. Là, comme ce stage au Costa Rica, mais qu'on a fait ensemble, pouvoir vivre, c'est ce que j'appelle des stages d'éveil et de transformation, de pouvoir vivre au quotidien dans un groupe avec moi, avec d'autres comme Sébastien Sochard, Anatman, avec vous aussi qui êtes venus et avec d'autres participantes et participants, une ou plusieurs semaines ensemble, on va vivre vraiment, aller au cœur de la transformation, au cœur de l'être, en imprégner toutes nos cellules et pouvoir se rappeler de ce que nous sommes et les vivre vraiment, pour pas que l'éveil, ça soit une belle théorie ou un truc réservé à certains élus Bouddha il y a 2500 ans et puis depuis plus grand chose. Non, pour se rendre compte que chacun, nous sommes appelés à vivre cela quand nous sommes prêts, tout simplement. Et les accompagnements que je propose, donc ça peut être de l'immersion, ça peut être aussi du coaching dans le sens d'un dialogue socratique en fait. Aller approfondir vraiment les questions essentielles. Donc pas le coaching dans la forme moderne où il y a des coachs qui font un peu tout pour tout et qui sont plutôt des donneurs de conseils, mais plutôt dans l'accompagnement profond à aller révéler en nous l'être et à vivre une transformation réelle. La transformation, c'est différent du changement ou de l'évolution. Par exemple, quelqu'un qui a une addiction au tabac, il peut aller faire sa thérapie pour espérer un jour ne plus être addict au tabac. Ça, c'est le format de la thérapie. La transformation, elle va toucher directement à ce que nous sommes profondément. C'est un moment dans ma vie, je vivais surtout dans la peur, dans l'insécurité. J'avais la phobie des araignées, de sortir dehors, de parler en public, de peur de manquer d'argent. Et à un moment, il y a quelque chose qui s'est transformé en moi, mais qui s'est révélé par l'être. Et
la confiance en la vie s'installe, le bonheur s'installe, et l'amour et le bonheur, c'est tous les jours. C'est pas une fois par an, le jour de mon anniversaire, de mon mariage, de la naissance de mes enfants. Non, c'est aujourd'hui, maintenant, je suis heureux, je suis en paix, je célèbre la vie parce que je me rappelle de ce que je suis. Et donc pour ceux qui te connaissent pas, donc ici on est venu te voir au Costa Rica, chez toi, pour être suivi et aller vers l'éveil avec toi. Mais on n'est pas obligé de venir ici pour être en coaching avec toi. Tu fais aussi des propositions en ligne. Comment on peut faire pour te trouver, si on sent l'appel de l'éveil et qu'on a besoin d'être guidé, comment on peut faire pour accéder à tes coachings? Ouais, alors merci Aldo. En fait, c'est assez simple. J'ai déjà une chaîne Telegram qui s'appelle Rendez-vous avec l'amour. Donc, il suffit juste de passer par ma chaîne ou de me contacter directement par Telegram. C'est le canal que je privilégie le plus parce que c'est plus pratique que l'email. Sinon, la méthode email de m'envoyer un email pour me demander Marc, comment je peux t'accompagner par toi fonctionne bien. Il y a mon site aidecreateur.com et aidecreateur.fr qui fonctionne. Et je prends même les contacts sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook Aide Créateur. Donc en fait, il y a des multiples canaux. Il y a un formulaire de contact sur mon site tout simplement. On peut me demander effectivement, Marc, là, en ce moment, là, je me sens pas encore prêt ou je ne peux pas aller faire les stages d'immersion et de transformation au Costa Rica. Est-ce que tu peux m'accompagner? Et ben là, on peut voir des séances effectivement par Internet, par Zoom, par Skype, mais par ce qu'on veut. Et quelque part, même, y aller à un rythme des fois qui est beaucoup plus soutenable parce que le Costa Rica, vous avez pu le voir, Oui. c'est intense. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Moi, je pousse pas parce que tout le monde vienne au Costa Rica. De toute façon, il y a un nombre de places qui sont limitées. Donc là, il y aurait 100 personnes qui appelleraient pour le Costa Rica. Ben, je pourrais pas les prendre. Donc pour la plupart des gens, ça va se passer d'un mode plus graduel. Ils vont avoir besoin de plusieurs semaines, plusieurs mois, et peu à peu sentir qu'il y a progressivement une dimension d'eux-mêmes qui est dans la joie, qui est dans la paix, qui est dans l'amour, qui est dans la sagesse, qui émerge et qui reste stable quoi qu'il se passe. Et ça se fait avec un accompagnement, effectivement, qui peut être une séance par semaine. Où on va à chaque fois aller voir un programme limitant ou connecter une ressource profonde et apprendre à vivre depuis l'être plutôt que notre personnage conditionné par l'ignorance. Et c'est vrai que ça, c'est marché. Je précise, je mettrai les références en dessous de la vidéo. Comme ça, les gens qui veulent te contacter, ne serait-ce que pour avoir des informations, des compléments d'informations, qu'il y ait des choses plus précises, et ben ce sera en lien directement sous la vidéo. Merci Aldo. Moi, ce que je voulais rajouter aussi et qui m'a vraiment beaucoup marqué lors de ce stage, Marc, c'est que tu es une boîte à outils, mais phénoménal puisque il y a le coaching que tu présentes, mais on a eu aussi à faire du yoga avec toi, on a eu à faire du breathwork qui moi m'a beaucoup plu et qui est un outil également de transformation assez important de ce que j'ai pu en toucher. Et donc, en fait, Marc a vraiment une palette d'outils qui est très, très large et qui permet effectivement de bien se transformer et d'aider les gens. Donc, mes gratitudes, Marc, pour toute cette sagesse et toute cette boîte à outils. Ouais. Alors, mais merci Taylor pour ta remarque. Ça me permet d'insister sur une dimension. À la base, mon premier métier, c'était d'être ingénieur dans l'informatique, en fait. Et de ça, j'ai gardé un certain nombre d'atouts de la profession d'ingénieur. C'est le côté pragmatique. Pour moi, il faut que ça fonctionne, en fait, qu'il y ait de la vraie transformation. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, en termes un peu vulgaires, de la branlette intellectuelle, où on parle de beaucoup de concepts ésotériques, métaphysiques, mais où ça ne change rien, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc, dans mon expérience, j'ai été voir les approches les plus transformatrices, mais les approches les plus transformatrices, d'abord qu'on fonctionnait pour moi et que j'ai vu fonctionner autour de moi. Et je n'ai retenu que ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire que quand des gens ils me parlent d'une nouvelle approche, eh ben je regarde d'abord pour eux si ça marche. S'ils sont en train de me vanter une approche mais qu'ils sont malheureux et que leur vie elle va pas mieux après avoir fait cette nouvelle approche, c'est vite éliminé en fait. Alors bien entendu, c'est pas si simple que ça parce que on n'est pas tous sensibles aux mêmes approches et je peux pas dire parce que ça marchait pour moi ou pour quelques personnes que ça a marché pour tout le monde. Donc du coup, j'ai étoffé ma boîte à outils et la boîte à approches pour que les approches que je propose, ça fonctionne
sur la grande majorité des gens, en fait, que j'ai pu constater, en fait. Donc, celles qui ont fonctionné pour moi et aussi celles que j'ai vues fonctionner pour la plupart des gens, pour que les gens qui, quelque part, qui investissent leur temps, leur énergie, leur cœur, leur amour là-dedans et puis se dire maintenant, ça fait des années et ils ont peut-être fait déjà du yoga. Moi aussi, j'ai fait des cours de yoga, mais il y a des gens, ils font du yoga pendant 20 ans et après, ils rentrent le soir, ils se disputent avec leurs femmes et avec leurs enfants. Peut-être le yoga, c'est très bien, mais c'est peut-être pas suffisant. Il manque peut-être quelque chose. Au départ, moi, j'ai commencé avec le yoga et là j'ai vu que le yoga, c'est super et que ça dépend de quel yoga on parle parce qu'il y a yoga et yoga. Tout à fait. Là, moi, je parle des yogas les plus spirituels, c'est ceux qui sont les plus transformateurs, mais il y a des yogas qui sont plus pour assouplir ou plus pour guérir le corps physique. Mais par exemple, ensuite, j'ai trouvé des choses, par exemple, qui étaient dans la communication non violente qu'on voyait pas dans le yoga. Donc la personne qui est dans son yoga, après, elle va se disputer avec ses enfants, parce que là, son yoga, d'un seul coup, il va être moins approprié. Donc, elle va avoir besoin d'autres ressources. Donc, je suis pas mono-approche. Je prends tout ce qui fonctionne et je le fais fonctionner ensemble, comme vous avez pu voir dans le stage. Donc, c'est pas une chose, un outil, c'est un ensemble de choses qui vont fonctionner en synergie. Et chacun va pouvoir se dire, bah, tiens, pour certains, c'est le breathwork. Pour certains, c'est le travail avec les plantes sacrées. Pour certains, c'est le yoga. Pour certains, c'est la communication non violente. Pour certains, c'est la méditation. Pour certains, c'est le dialogue socratique avec le coaching, etc., etc. C'est vrai que c'est ce qui est magnifique en fait dans ce stage, c'est cette approche pluridisciplinaire finalement, puisque effectivement, pour approcher la totalité de l'être, il y a plusieurs facettes aussi qu'il faut prendre en compte. C'est ça. Et ça, c'est magnifique dans ce que tu proposes et ce qu'on a pu vivre ici. Et j'aime beaucoup aussi quand tu dis, je partage des choses qui ont fonctionné pour moi. Donc ça, c'est aussi notre approche sur cette chaîne YouTube. C'est aussi de vous partager des clés qui fonctionnent pour nous, pour permettre aussi d'aller plus vite dans la transformation. Mais clairement, et avec des résultats visibles. Moi, je dis en fait, prenez un accompagnement avec quelqu'un, et si au bout de 3 mois, votre vie, elle n'a pas changé, c'est que l'approche, alors je vais pas dire elle n'est pas efficace, parce qu'elle a peut-être été efficace pour d'autres, hein, mais en tout cas, elle n'est pas faite pour vous. Si vous l'avez appliquée de tout votre cœur et de votre mieux, qu'au bout de 3 mois, votre vie s'est pas améliorée, c'est que c'est pas une approche pour vous. C'est ça être pragmatique, en fait. C'est être ancré dans le réel et pas se dire ça devrait marcher. Si depuis 3 mois je fais du yoga et que ma vie elle a pas bougé, c'est aussi difficile qu'avant. Essayez autre chose, un autre yoga ou un autre type d'approche. Moi, à un moment, j'ai commencé avec le yoga, j'ai rajouté la CNV. Après, j'ai vu que j'avais besoin d'autres approches corporelles. J'ai aussi rajouté la danse aussi. Et la danse apportait quelque chose qu'il n'y avait pas non plus dans le yoga. Et ainsi de suite, en fait. Et à un moment, chacun se crée sa propre recette, sa propre manière, mais de se révéler. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un modèle la même taille pour tous, en fait. Là, vous avez pris dans ce stage certaines choses vous en parlé, d'autres vous ont moins parlé. Prenez ce qui fonctionne pour vous, laissez le reste, en vous disant peut-être à un autre moment ça vous parlera plus. Mais l'idée, c'est d'abord de s'appuyer sur ce qui fonctionne le mieux et de faire ce qu'on appelle un test de réalité. Est-ce que dans ma vie, ça m'aide à manifester plus de bonheur, plus d'amour, plus de joie, plus de clarté, etc. Ça se teste sur le terrain, en fait. S'il y a des concepts qui nous parlent, ça parle. Et on en parlait tout à l'heure, puisqu'on était sur le chemin vers cette merveilleuse place. Par exemple, il y a le concept de perfection. Moi, le concept de perfection, il me parle. Donc, quand je dis, mais la vie et la réalisation de l'être, c'est voir la perfection, c'est parce que ça touche le cœur. Mais si sur certains, voir la perfection, ça semble très conceptuel et que vous voyez surtout de l'imperfection, le prenez pas sous cet angle, en fait. Et avec Aldo, il m'a dit, mais non, mais c'est peut-être plutôt de voir quand c'est juste plutôt que c'est parfait. Donc, on va trouver un angle qui nous parle et quelque part, le test, c'est est-ce que le cœur, il résonne avec? Alors, dans ce stage en particulier, chez toi au Costa Rica, l'outil principal, ce sont les plantes sacrées. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on n'est pas venu ici faire un stage de plantes sacrées. On est ici dans un stage d'éveil avec les plantes sacrées comme outil. Et c'est vraiment moi, c'est ce que je recherchais et c'est ce que j'ai constaté pendant ton coaching et pendant l'accompagnement que tu fais avec Sébastien Sochard. Et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu.
on est vraiment dans ce que tu disais. C'est Marc, ingénieur informatique, qui est dans le pragmatisme. On n'est pas là pour s'amuser. On est vraiment là pour s'éveiller avec quelque chose d'efficace, avec des consultations avant et après, avec toujours en point de mire l'éveil. Complètement. Alors, justement, quand tu parles d'éveil, et après Marc, je te laisserai répondre, on a aussi cette question de savoir ce que c'est l'éveil finalement, parce que c'est une question qu'on se pose de plus en plus, et surtout, voilà, quand on est dans la spiritualité. Quelle est, selon toi, la définition de l'éveil, Marc? Alors, il n'y a pas la définition de l'éveil, il y en a plein de définitions de l'éveil. Une définition possible, hein, l'éveil, c'est réaliser sa véritable nature, c'est-à-dire réaliser que nous sommes cette conscience, et que cette conscience, il n'y en a pas la conscience de Marc, la conscience de Taylor, la conscience de Aldo, etc. Non, c'est la même conscience pour tous, en fait. Nous sommes cette conscience et toute la réalité est cette conscience. C'est ça la réalisation qui est au cœur de l'éveil, c'est cette compréhension. Et c'est cette compréhension qui permet de s'installer durablement et sans condition dans le bonheur véritable. Mais en fait, c'est la seule possibilité. S'il n'y a pas cette compréhension-là, il y aura toujours des événements qui vont dire, mon bonheur dépend des circonstances favorables ou défavorables. Donc, c'est pour ça que les stages, ils vont à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut tous le plus, en fait? Mais qu'est-ce qu'on cherche tous d'abord? Le bonheur, l'amour. Quelqu'un qui prétend le contraire et il est juste pas clair ou pas sincère, en fait. Il suffirait juste qu'il souffre un tout petit peu plus pour se rappeler que c'est bien l'amour qu'il veut. Hein. Il suffit qu'on en ait un petit peu moins pour qu'on se dise, moi je me rappelle passer par des phases où j'aurais supplié mais d'avoir juste un peu plus d'amour. Mais l'amour c'est plus important que l'oxygène pour respirer. Donc si on peut encore parler, c'est qu'on en a déjà pas mal dans notre vie parce que les gens, mais qu'on en peut, ils pensent même vivre une seconde de plus, c'est insupportable. En fait, mais qu'on se coupe de l'amour tellement c'est c'est ça en fait. Sauf que il existe une manière de vivre vraiment le bonheur, l'amour, tous les jours, quelles que soient les circonstances, y compris dans un monde complexe, compliqué, et qui est gavé de programmes, de peur et d'ignorance. Il y a quelque chose qui est au-dessus de ça en fait. Et ça, c'est la réalisation de l'éveil en fait. Alors, dans ta définition de l'éveil, tu nous dis l'éveil, c'est réaliser ce qu'on est, réaliser ce qu'on est la conscience. Oui. Donc du coup, ça veut aussi dire réaliser ce qu'on n'est pas. Oui, tout à fait. Ça implique ce qu'on n'est pas, et ce qu'on n'est pas, c'est ce qu'on pense être en apparence, c'est-à-dire le personnage, le corps, les pensées qui traversent le personnage, donc tout un ensemble de systèmes qui sont en place, auxquels nous nous identifions, auxquels je m'identifie et où presque tout le monde s'identifie la plupart du temps. Et comme par hasard, les moments où nous sommes heureux, c'est le moment où nous ne savons plus tout à fait ce que nous sommes, mais juste nous sommes heureux. Et là, c'est l'être qui rayonne. Et dès que nous nous reprenons pour le personnage, le piège se referme à nouveau. Je suis, oh là là, ça aurait dû, toutes les pensées automatiques se mettent. Je m'inquiète pour, j'aurais dû, l'autre, etc. Là, c'est la fameuse boucle mentale. Et nous nous prenons pour ces pensées, pour celui qui a ce problème. Sauf que ça ne nous appartient pas, en fait. C'est ça la révélation de l'éveil. C'est non seulement il y a une révélation positive de ce que nous sommes, mais ça part d'une révélation négative. Nous ne sommes pas ce personnage. Comme on dit dans l'Advaita, il n'y a personne. Il n'y a personne réellement, mais il y a quelqu'un imaginairement. Il y a une apparence. Alors, au travers de ces questions, tu as déjà répondu à la suivante, mais je vais quand même te la poser parce que c'est essentiel et je pense que ceux qui n'ont pas encore touché du doigt le fond de cette question, ils ont besoin de le savoir. Pourquoi s'éveiller? Dans quel but? À quoi ça sert? Pourquoi on vient te voir? Pourquoi est-ce que demain, ceux qui nous regardent auraient envie de t'appeler et de cheminer avec toi pour aller vers l'éveil? Alors, c'est très simple. Les gens m'appellent. C'est ceux qu'on en ont marre de chercher, de pas trouver en fait. Si vous aspirez au bonheur, bon, tout le monde aspire en fait au bonheur, mais disons que si vous avez conscience que vous aspirez au bonheur et que vous voulez de la vraie transformation, une manière, c'est de me contacter et
et les choses vont changer en fait. C'est ça en fait. Donc les gens qui me contactent, c'est pas forcément ceux qui courent auprès de tous les maîtres en écoutant les satsangs et en ayant entendu 25 fois la même réponse sans avoir lu les transformations. C'est ceux qui veulent que la transformation, c'est la vivre directement, donc pas comprendre juste intellectuellement comme il y a plein d'opportunités, mais vivre la transformation au cœur du quotidien, au cœur de leur vie, quelles que soient leurs circonstances de vie actuelles, et qui sont prêts à la mettre en œuvre. Par contre, en comprenant que ça va se faire si investissent corps et âme, c'est-à-dire si leur démarche est sincère. Si c'est juste une curiosité intellectuelle, ça sert à rien de me contacter. Il y a des tas de satsangs et de vidéos YouTube qui vont vous répéter: vous êtes le soi, il n'y a que la conscience, tout est parfait, etc., etc. Moi, ça m'a jamais suffi, ça m'a même beaucoup frustré d'entendre ce genre de choses. Donc là, moi, je vous partage des choses, et si vous êtes prêt à vous transformer, eh ben, contactez-moi, voilà. C'est vrai que la sincérité, c'est quelque chose d'essentiel, à mon sens, déjà quand on est sur un chemin d'éveil. Mais chez toi, c'est tellement naturel, hein, ce sens du service et justement cette sincérité quand tu donnes aussi tes enseignements. Effectivement, bah, c'est un précieux cadeau, hein, à prendre. Et moi qui m'inspire beaucoup, en tout cas, de ce que j'ai vécu dans ces 2 semaines aussi, c'est de voir ce sens du service et cette sincérité dans la démarche qui, Authenticité, comme il aime le dire. voilà, qui moi m'a beaucoup inspiré et qui me porte du coup à aller plus loin dans ce chemin d'éveil. Donc gratitude pour ça. En sachant que le service, en fait, justement depuis une perspective éveillée, c'est servir le soi, c'est servir la conscience, en fait. Je sers même pas les autres, je sers la conscience. En fait, je laisse l'amour dans l'univers grandir. Ce qui va faire de toute façon, hein, avec ou sans moi. Hein, mais c'est juste que on a la possibilité, en tant qu'être humain, de collaborer avec le mouvement ou d'y résister. Donc là, beaucoup d'êtres humains encore sont dans la phase de résistance à l'amour. Et donc la résistance à l'amour, ça s'appelle la peur, et ça amène à la souffrance, à la guerre, à la violence, etc. Mais tout ce qu'on peut voir. Donc ça fait partie du libre arbitre. C'est pas une erreur. Hein. C'est une phase d'expérimentation. La phase de l'ego, elle a tout son sens parce qu'elle va permettre de faire un vrai choix. Il faut avoir d'abord expérimenté le rejet du bonheur, de l'amour, de la conscience pour pouvoir y revenir de son plein gré. Hein. Donc pas d'erreur et pas de problème avec ça. Et c'est pour ça que je dis, quand chacun est prêt, mais je pousserai pas quelqu'un qui me dirait non, moi je veux continuer à critiquer, à juger, à vouloir gagner sur les autres, à contrôler. Et d'ailleurs, ils me demandent pas mon avis, ils le font ceux qui ont envie de faire ça et ils écoutent pas les satsangs spirituels. Je pense pas. Hein. Donc ça fait partie de la liberté de la conscience. Et l'éveil, c'est aussi d'être en paix, que le jeu il est multiple et qu'il y a un côté où il y a une partie désagréable du jeu, mais qui est là essentielle pour nous apprendre quelque chose. Et que c'est justement souvent ceux qui veulent s'éveiller, ils sont passés par un moment de souffrance, et un moment, il y a quelque chose qui dit ça suffit. Maintenant, j'ai assez joué à ça. Il est temps de commencer à se rappeler de ce que c'est que d'être vrai, d'être dans l'amour. Et du coup, là, ce mouvement-là, il est naturel chez moi. Moi, ça me coûte pas de servir, de donner, parce que c'est le moment naturel de l'amour, en fait. C'est naturel, ça ne demande pas d'effort. Le cœur, il est là pour servir, en fait. Il n'est pas là pour gagner, pour dominer, pour contrôler. Ça, c'est les dynamiques du personnage. Et elles ont leur rôle à jouer, mais ce n'est qu'une étape. Donc, effectivement, c'est comme ça c'est comme ça qu'on peut expliquer alors le concept de tout est parfait, puisque même la souffrance a son utilité. C'est pour nous donner son enseignement et grandir vers l'éveil. L'éveil qui, comme tu le dis, finalement, c'est la liberté. La liberté en dehors des dogmes, en dehors de il faut que, et même en dehors de certains concepts spirituels qui des fois enferment ou peuvent enfermer. Du coup, c'est la liberté en fait. L'éveil, c'est être libre et heureux. C'est ça. Et on pourrait dire c'est ça l'éveil aussi. C'est aller libre d'être soi. Mais lui, par exemple, quelqu'un qui fume, est-ce qu'il est libre d'être lui-même? En général, non, parce que s'il veut arrêter, il y a comme une force qui le pousse à continuer. Il dit je n'arrive pas à m'arrêter. Et être libre, c'est dire je peux fumer si j'en ai envie. C'est pas diabolique, c'est pas mauvais. On a cette liberté de fumer son envie, mais la liberté, c'est de pouvoir arrêter
aussi qu'on en a envie. Et en général, le fumeur, il croit qu'il a cette liberté, mais au moment où il veut s'arrêter, il s'aperçoit qu'en fait, que c'était bien une chaîne, en fait. Donc, et pareil, à un moment, si quelqu'un me critique, si je suis libre, je suis libre de continuer à être heureux, même si l'autre, il me dit, t'es qu'un imbécile, ce que tu fais, c'est pas bien, et de pouvoir garder mon cœur ouvert. Si je me sens contrarié, je ne suis plus libre parce que il suffit que l'autre appuie sur un bouton et je suis conditionné. L'autre a le pouvoir de me rendre malheureux. Ça, c'est un conditionnement. L'autre, il peut penser ce qu'il veut, mais si je suis libre, je peux garder le cœur ouvert, quoi qu'on pense de moi ou sur la projection de moi, en l'occurrence plutôt. Et je suis même libre de pouvoir l'aimer, même s'il me critique. Donc, non seulement être en paix, mais même le stade du dessus, d'aimer celui qui critique en voyant que quelque part, il y a aussi un cadeau et que celui qui critique, il est en train d'appeler l'amour, en fait. Montre-moi ce que c'est que l'amour. Ça, c'est les fameux exemples, justement, avec Jésus, où quelque part, il disait aimez vos ennemis. Ce sont vraiment là, ce sont les tests avancés pour savoir où on en est, justement. On va retourner dans notre famille, on va aller voir les gens qu'on n'aime pas et on va voir si face à eux, on peut garder le cœur ouvert. Et ça, c'est des vrais tests. C'est pas la spiritualité intellectuelle à ce moment-là. C'est un moment de vérité. Et si notre cœur est pas ouvert, c'est pas grave. C'est juste là où nous en sommes. Et on a besoin, ça veut juste dire qu'on a besoin d'apprendre à nous aimer d'abord davantage pour pouvoir aimer l'autre en voyant que c'est un reflet d'une part de nous-mêmes qu'on n'a pas encore appris à aimer. Justement, là, tu parles effectivement d'une des facettes de l'éveil finalement et de définition. Et on a effectivement beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir s'ils sont éveillés ou pas. Donc, quelque part, comment est-ce qu'on sait si on est éveillé, Marc, si tu as une idée? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des questions à se poser, parce que cette question, elle a des chances de provenir d'une partie de nous qui doute. L'être réel que nous sommes, la présence, la conscience, le soi, quoi qu'on l'appelle, il est déjà éveillé. Donc, d'où vient du coup cette question si on est éveillé? C'est pas forcément une question qui nous aide, et encore plus si on répond non. Parce qu'à la limite, ce qui est plutôt intéressant, c'est si jamais cette question nous vient, c'est la manière dont on va y répondre. Parce qu'il y a que deux questions, il y a que deux réponses intéressantes possibles. Soit c'est oui, nous sommes éveillés fondamentalement, nous sommes déjà éveillés. C'est juste que nous nous en rendons pas compte. Et donc là, j'accompagne les gens à se rendre compte en fait qu'ils sont déjà éveillés. C'est ça le processus d'éveil. C'est se rendre compte qu'ils sont plus éveillés qu'ils ne le croient. Hein. Le jeu du personnage, c'est pas que nous ne sommes pas éveillés, c'est de faire croire que nous ne sommes pas éveillés. C'est encore plus fort que ça. Ça c'est une première réponse intéressante, donc c'est oui. Et l'autre, c'est au moins de se dire, je ne sais pas, mais dans le doute, faisons comme si j'étais déjà éveillé. Ça va aider. En faisant comme si on était déjà éveillé, on va s'apercevoir qu'en fait, on est réellement éveillé. Pourquoi on peut faire très bien comme si on était déjà éveillé? Parce qu'en fait, on est réellement éveillé. Et il y a que le personnage que nous croyons être parfois, mais que nous ne sommes pas, qui se croit pas éveillé. Mais le personnage, il va jamais s'éveiller. C'est ça le truc, en fait. Le personnage ne s'éveille jamais. Et l'être est déjà éveillé. Donc, il y a une espèce de clarification sur ce qu'est l'éveil. L'éveil, ce n'est pas devenir éveillé. Il y a personne qui ne devient éveillé dans l'éveil. Mais il y a juste la cessation de la croyance que nous ne sommes pas déjà éveillés. C'est magnifique comme clé que tu viens de nous apporter, effectivement. Ah ouais. Dire que c'est pas le personnage qui s'éveille, donc c'est l'être en fait qui est éveillé. Qui est déjà éveillé. Et dans ton stage justement, c'est ce qu'on apprend, c'est que l'éveil c'est pas quelque chose en plus, c'est plutôt quelque chose en moins. C'est-à-dire retirer les programmes, donc ce que tu appelles les programmes, que tu pourras peut-être définir aussi, mais c'est retirer tous ces programmes qui sont comme un peu des voiles. C'est ça qui masque un peu l'être éveillé qu'on est déjà. On les retire et on met à jour notre lumière en fait. Exactement, c'est ça. Donc les programmes, ce sont des activités du mental, par exemple juger l'autre parce qu'il est mauvais, qu'il a pas bien et qu'il aurait dû me dire bonjour en souriant parce que moi je lui ai dit bonjour en souriant, etc. Ça c'est typiquement un genre de programme et un programme qui nous rend malheureux en fait. Mais le fait d'adhérer à ce programme-là, instantanément, on se sent moins bien. Alors que si on croyait pas ce programme,
ben on se dirait pas l'autre il a pas bien fait et du coup je me sens malheureux en fait. Le personnage, son existence, elle est fondée sur du malheur en fait. Pour pouvoir exister, c'est je suis malheureux donc je suis. C'est ça que dit le programme. Pour exister, il a besoin de problèmes en fait. Donc imaginons effectivement que l'autre personne, elle n'est réellement pas souri, ben ça va être un prétexte pour enclencher un programme. Il ne m'aime pas, il devrait sourire et ça va nourrir une identité. Maintenant, ce qu'il faut noter aussi, c'est que vouloir se débarrasser des programmes, c'est encore, il y a là un piège subtil. En fait, on se débarrasse des programmes en ne cherchant pas à s'en débarrasser, mais en voyant que ce ne sont que des programmes et que c'est pas nous. Donc, sinon, on va créer un programme pour essayer d'éradiquer les programmes. Et ce programme, il sera pas content parce qu'il y aura d'autres programmes. Donc, du coup, il restera le programme qui est pas content parce qu'il y aura toujours d'autres programmes qui vont revenir. Alors que là, dans l'être, c'est peu importe qu'il y ait des programmes ou pas, je m'en fous finalement qu'il y ait des programmes ou pas. Je suis ce que je suis. Je ne suis pas les programmes. Je ne suis pas les pensées du programme. Ça ne m'intéresse pas en fait. Les programmes, ils meurent non pas de notre lutte, mais de notre indifférence. Nous ne nous intéressons plus à ce que disent les programmes parce qu'on sait que de toute façon, il n'y a rien d'intéressant dans ce qu'ils nous proposent. Nous avons mieux à la place. Oui, bah pendant notre stage, justement, j'avais cette réalisation où je visualisais un peu les programmes comme des cages, puisque ça nous enferme dans des croyances ou dans des limitations. Et finalement, vouloir sortir de tous ces programmes, on est dans l'autre cage. Je veux me déprogrammer. Et au final, je me suis dit, bon, ce qu'il faut, c'est simplement voir ces cages. Ça nous donne la clé des cages. Donc, une fois qu'on voit le programme, on n'y est plus, on n'est plus touché par ce programme et on peut choisir d'y rentrer, d'en sortir, de faire ce qu'on veut. Et du coup, quel que soit le nombre de prisons, à un moment, du moment où on a toutes les clés, on rentre, on sort, on fait ce qu'on veut, on est libre. L'éveil, c'est ça, c'est être libre. Et libre en dehors ou dans le programme, on peut être libre quoi qu'il arrive en fait. On peut être libre dans une prison. Il y a des gens qui s'éveillent en prison d'ailleurs. Oui. Beaucoup. Ouais. Tout à fait. Je sais qu'il y a même eu un livre de quelqu'un qui s'est éveillé en prison, qui a écrit un livre, en effet. Et en plus, la démarche d'éveil, c'est pas une démarche anti-programme, en fait. Et se rendre compte que les programmes, il y a aussi des tas de programmes qui sont utiles et que même les programmes qu'on met à jour, ils ont été utiles à un moment. Donc, par exemple, le programme Je m'inquiète. Imaginons une maman qui s'inquiète pour son enfant. Il y a un certain stade d'inquiétude qui peut être légitime, mais de se préoccuper, tiens, où est mon fils? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est avec qui? Donc le programme Je m'inquiète, il peut avoir une utilité relative et on va plutôt le remplacer par un programme qui va organiser les choses d'une manière plus sereine. Mais se préoccuper de son enfant en tant que tel, c'est un programme qu'on va pouvoir conserver. Et une mère qui s'en foutrait de son enfant, ça serait peut-être beaucoup plus dommageable finalement. Donc les programmes, ils ont aussi leur place et on n'est pas dans une machine où on va essayer d'exterminer tous les programmes. On va juste leur donner leur point d'équilibre et dire à quel moment ce programme il est utile. Est-ce qu'il a besoin d'être modifié, ajusté, ou là je peux me passer du programme. Mais il restera toujours des programmes avec l'éveil. Et d'ailleurs, parler, marcher, penser, tout ça, ce sont des programmes. Et sauf preuve du contraire, nous continuons à nous servir des programmes. Bah oui, celui qui veut rejeter tous les programmes, il n'a pas fini. Oui. Par contre, l'éveil, c'est justement avoir cette conscience de les voir, de pouvoir les choisir. Voilà, je dois, comme tu as dit, la mère avec son enfant, je choisis le programme, mettre mon enfant en sécurité. Là où on n'est pas libre, c'est compulsivement, je le protège de tout et n'importe quoi, et finalement mon enfant ne saura pas lui-même être autonome parce que je l'ai trop protégé. Donc là, on est dans la compulsion et on voit ce que ça amène derrière, pas forcément du bon. Alors que quand on est libre, on peut choisir de protéger suffisamment, mais pas compulsivement. Et on n'est pas non plus libéré complètement de tous les programmes au point de mettre son enfant en danger. Donc l'éveil ne met pas en danger. L'éveil, c'est justement la stabilité, l'alignement, le discernement. Et si ceux qui pensent aller vers l'éveil de manière trop perchée, entre guillemets,
faut penser à revenir dans le relatif. L'éveil, on en parlait justement tout à l'heure quand on marchait pour venir à la plage. L'éveil, s'il est vécu que de manière absolue, bah, il ne sert à rien. L'éveil ne sert à quelque chose ici-bas que si on le ramène dans le relatif et si on ramène cet éveil dans ce qu'on fait concrètement pour soi, pour les autres et la façon dont on rayonne dans la vie. Oui. Ouais. Moi, j'ai lu un livre, je sais pas si tu le connais, qui s'appelle Après l'extase, la lessive. Donc, c'est quelqu'un justement qui, parce que on a beaucoup l'éveil comme point de mire. On se dit, bah, une fois qu'on a atteint ce stade d'éveil, en fait, il y a plus rien ne peut nous toucher ou plus rien ne peut nous arriver. On parle notamment des programmes. Et ce que tu dis là, c'est que l'éveil nous permet de mieux collaborer avec les programmes finalement, mais qu'il n'anéantit pas tous les programmes. Exactement. C'est même encore plus subtil que ça. C'est l'éveil n'a pas pour but d'anéantir les programmes. Il va y avoir certains programmes qui vont être anéantis. Le programme, je suis le personnage. En fait, c'est le seul programme qui a besoin d'être réglé. Cela, c'est à la limite, tous les autres, ils peuvent rester plus ou moins. Mais peut y avoir une place pour s'inquiéter. Peut y avoir une place encore après l'éveil pour juger les autres et dire celui-là, il m'a l'air un petit peu louche, il m'a pas l'air honnête. Mais pourquoi on garderait pas ce programme-là? Parce que c'est peut-être un programme de discernement, en fait. Mais c'est juste qu'ils vont prendre leur juste équilibre. Mais dans le personnage, ils sont surinvestis. Mais par exemple, quelqu'un qui serait dans la méfiance, il se méfierait de tout le monde. Mais par contre, son côté de discernement après l'éveil, mais ça va juste être, là, je sens pas trop cette personne. Donc, ça va peut-être pas devenir mon partenaire, en fait. Ou alors, j'ai pas envie de passer trop de temps avec lui. Là, ça va prendre sa juste place. Et c'est pour ça que j'aime bien moi ce côté que j'appelle pragmatique, qui est justement après l'éveil. Il y a cette incarnation dans le relatif de la compréhension qui est pas pour but de rester à l'arrière-plan perché où plus rien ne nous touche, mais au contraire se laisser toucher et embrasser toute la vie, mais sachant que c'est pas dangereux mais de se les toucher. Au contraire, le personnage il cherche des fois et même souvent à s'anesthésier de certaines choses. Là, grâce à l'éveil, il est possible de s'ouvrir, mais par exemple de montrer, mais de pleurer devant quelqu'un. Pour beaucoup de personnes, pleurer, mais devant d'autres, c'est quelque chose de difficile. Après l'éveil, c'est quelque chose qui est plus facile, parce que quelque part, il est possible de montrer ses parts sensibles. Et moi, ce que j'observe dans mon processus et dans le processus d'autres, c'est qu'il y a justement des niveaux de sensibilité qui augmentent et qu'il est possible, par exemple, qu'avant l'éveil, j'ai peur de dire à l'autre ce que je pense vraiment parce que j'ai peur des conflits. Après l'éveil, je vois justement que j'ai connecté suffisamment de ressources d'amour en moi pour pouvoir dire ce que je pense vraiment à l'autre, pouvoir accueillir sa réaction et entamer un dialogue. Donc finalement, après l'éveil, il va y avoir plus de choses qui vont être vécues d'une manière naturelle et profonde. Est-ce qu'on peut dire que finalement, l'éveil nous rend plus amoureux de la vie après l'éveil? Comment tu vis l'amour, toi? Manière dont je le vis, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de choses belles, intéressantes, enthousiasmantes. Il y a quelque chose, en fait, il y a un sentiment d'ailleurs, un des signes d'éveil. Il y en a plein des signes d'éveil. Hein. Donc, le principal signe d'éveil, c'est que vous êtes de plus en plus heureux. Hein. À un moment, je disais avec Sébastien, il y a plusieurs années, en fait, chaque année, c'est la meilleure année de notre vie. En fait, elle surpasse l'année. Donc ça, c'est bon signe. Si chaque année que vous vivez, elle surpasse toutes les précédentes, voilà, c'est ça en fait. Mais c'est que vous êtes dans le courant ascendant de l'éveil et donc du bonheur et de l'amour. Il y a de plus en plus d'amour, de bonheur dans votre vie. Ça, c'est un signe d'éveil qui est très sûr. Et un autre, c'est la disparition de l'ennui en fait. L'ennui, c'est un des systèmes principaux du personnage. Il a toujours besoin de faire quelque chose pour pas s'ennuyer et c'est pour ça d'ailleurs qu'il crée des addictions à la nourriture, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, à regarder des centaines de séries. Mais ça, c'est les vies qui sont pas heureuses. Mais les gens heureux, ils ont pas le temps de passer tout leur week-end à regarder que des séries enfermés dans leur chambre en fait. Ou alors à se finir le réfrigérateur pour se consoler, ça c'est qu'on n'a pas assez d'amour dans notre vie en fait, ça. Donc du coup, c'est un profond sentiment de manque et d'ennui qui nous lâche avec l'éveil. Quelque part, il est possible juste avec l'éveil de se dire, bah tiens,
Juste là, je me pose, je fais rien de particulier et c'est bon et c'est bien. Et j'ai pas besoin de me dire, il faut que je fasse quelque chose d'intéressant. Juste cette capacité qui est un des super pouvoirs de l'éveil, c'est je me pose comme ça et tout est OK. Je goûte la perfection de l'instant sans rien avoir besoin d'y ajouter en particulier. Eh ben, merci Marc. Merci pour ce stage. Merci pour cette interview que tu as faite et répondu avec authenticité, comme tu le fais toujours. Et je vais laisser Shakti conclure. Oui. Bah, pareil, gratitude Marc pour tout ce que tu nous as apporté pendant ces 15 jours de stage. C'était un vrai régal de découvrir ton être, de découvrir toute la palette de ce que tu proposes. Et voilà, donc on est ravis d'avoir passé ce moment, ce stage de transformation et d'éveil ici au Costa Rica, dans un cadre paradisiaque. Et merci de nous suivre dans nos aventures sur Être en amour. À très bientôt. À très bientôt.